Bonjour, bienvenue dans cette Inside the Doc où nous rencontrons Éric Baudussel qui a réalisé le film Éloi Machoro, itinéraire d'un combattant. Le film est sélectionné en compétition pour le FIFO 2024. Éric Baudussel, bonjour, vous êtes le réalisateur du film sélectionné en compétition pour le FIFO 2024, Éloi Machoro, itinéraire d'un combattant. Vous parlez d'une caricature, l'histoire qui se raconte autour d'Éloi Machoro, c'est que finalement c'est un personnage sombre dans l'histoire des revendications kanak en Nouvelle-Calédonie. Il est même souvent considéré comme la tête de file de la partie combattante, guerrière, violente de ces revendications. Est-ce que le souhait était de réhabiliter un peu cette image ? Alors, je suis pas parti en me disant je vais réhabiliter quelqu'un. Je suis parti en me disant il faut que je reste l'esprit le plus ouvert possible. C'est en ça aussi que pour moi c'était intéressant d'être un non-calédonien et de prendre le recul qu'il fallait pour faire ce film-là. Je pense que même si certainement il était possible de le faire en étant calédonien, mais je pense que ça nécessite du recul parce que c'est un personnage qui est clivant et qui reste dans la mémoire collective emprisonné dans une certaine image de terroriste, de quelqu'un de violent. Et donc moi je voulais partir en fait en ayant l'esprit un peu le regard neuf et en essayant juste de comprendre réellement ce qui s'était passé et comment un personnage peut arriver à ça. Si tant est qu'on puisse dire qu'il est arrivé à ça, c'est-à-dire en gros quel était son parcours, qu'est-ce qui l'a fait arriver à prendre certaines décisions violentes comme ça, et est-ce que vraiment jusqu'où est allée cette violence. Et finalement voilà, j'ai découvert à travers toutes les rencontres que j'ai fait sur place, en particulier avec la famille Machoro, avec les proches de Machoro, avec ceux qui ont partagé son combat, une image différente quoi, et même y compris dans les archives. C'est intéressant cette question du point de vue, c'est-à-dire quand on vient de l'extérieur, on a un point de vue plus neutre. C'est une question qui est beaucoup posée dans la réalisation documentaire, surtout lorsqu'on approche des communautés autochtones. C'est la question de la légitimité finalement du point de vue. Qui on est pour venir filmer, à qui on donne la parole, comment on crée toutes ces relations. Justement, dans ce film, comment le parcours de relationnel, d'intimité s'est créé, notamment avec toute la famille Machoro. En gros, alors ça s'est fait de manière progressive, mais c'est beaucoup. Bon, j'ai quand même eu un peu de la famille à distance avant de venir tourner. On a échangé un petit peu, mais bon après tant qu'on se rencontre pas, et en plus dans le monde kanak c'est quand même comme ça, c'est la vraie rencontre qui fait la suite. Ce qui a été vraiment marquant, c'est la rencontre avec la fille de Machoro, avec Diana. Qui a été une des premières rencontres que j'ai fait sur place, et la sœur de Machoro, mais en tout cas Diana ça a été marquant parce que quand je suis arrivé, elle avait 10 ans quand son père a été tué, et donc elle l'a pas connu bien, et surtout on l'a un peu écarté de cette histoire. C'était un peu l'histoire dont on parle pas, et elle m'a demandé si elle pouvait accompagner le tournage pour à fur et à mesure apprendre des choses sur son père. Donc c'était pas pour rentrer dans le tournage, c'était pas pour surveiller ce que je faisais, mais ça a transformé complètement le tournage d'une autre manière, et je pense que ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes, et ça m'a fait avancer d'une autre manière sur ce film. Quand on a un projet de film comme ça au bout du monde, puisque la Nouvelle-Calédonie c'est le bout du monde par rapport à la France hexagonale, comment on s'organise d'un point de vue technique ? Clairement, là, on travaille avec des équipes locales. Là, j'étais pour le coup le seul à venir de métropole. Toute l'équipe était locale. Et ça, c'est vraiment c'est pratiquement indispensable. Aussi parce que l'équipe locale, elle connaît bien le pays. Donc, indépendamment du fait de venir de loin, c'est bien d'avoir des gens qui sont vraiment du pays, avec lesquels travailler. Et donc ça, c'était vraiment le point important. Que ce soit donc l'ingénieur du son, on avait un fixeur qui nous emmenait un peu dans les tribus, qui avait beaucoup de contacts parce que même sa mère était kanak. Enfin, il y avait vraiment une manière de travailler qui est différente quand on a des équipes locales. Et moi, de toute façon, je connais aussi beaucoup de gens en Calédonie, et c'est comme ça que je travaille en général quand je viens sur place. Et du coup, les collaborations avec les équipes locales, c'est quoi le circuit pour collaborer en Nouvelle-Calédonie avec des équipes locales ? En gros, en général, on prend une société de production qui est sur place et qui sert on va dire, de production exécutive, on va dire. Donc là, c'était Tête en bas.
qui était en fait notre représentant local, qui lui va se charger d'aller chercher l'équipe et d'aller constituer l'équipe dont on a besoin, qui va nous organiser le tournage sur place, qui va faire les demandes de subventions aussi, puisque du coup effectivement on demande des subventions locales aussi. Voilà, donc ça se fait sur deux choses différentes, et puis ça fait aussi deux diffuseurs, parce qu'en général, là c'était pour France 5, mais c'était aussi pour Nouvelle-Calédonie la première. Donc il y avait deux diffuseurs, deux manières d'avancer sur le film. Il n'y a pas un sentiment de sauter dans le vide sans parachute quand on se précipite dans un pays au bout du monde, avec des équipes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de collaborer, et dans des univers culturels qu'on ne maîtrise pas forcément? Alors, saut dans le vide, peut-être. Alors peut-être ça l'était un petit peu plus à mes débuts. Là maintenant, je connais suffisamment la Calédonie pour que ça soit moins un saut dans le vide. J'ai l'habitude, parce que c'est un métier qui fait ça, c'est qu'on bosse très souvent. Enfin, on essaye de bosser avec les gens qu'on connaît, mais il y a quand même plein de fois où on travaille avec des gens qu'on connaît pas, et on apprend à faire connaissance tout de suite, très rapidement, et à poser des jalons tout de suite et à se faire comprendre très vite. Donc en gros, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de gérer. Mais après, le saut dans le vide, c'était plus ma rencontre avec Mashoro. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je vais comprendre le personnage? Est-ce que je vais le restituer comme il faut? Ça, c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup, parce que c'est quand même c'est un personnage qui est clivant, c'est-à-dire qu'il va être à la fois d'un côté, dans le monde kanak, un peu un héros, et puis dans le monde caldoche, quand même un terroriste, quoi. Et en fait, il y a cette espèce de double portrait du personnage, et pour moi, clairement, j'étais certain qu'en allant dedans, ça serait pas si simple que ça. C'est pas noir ou blanc, en fait, un personnage. Enfin, la vie est pas comme ça. Et rarement, oui. À travers le personnage de Mashoro et sur toute son histoire, on voit aussi se dévoiler un pan de l'histoire de la France et un État, enfin la République, qui se positionne comme un État contrôle finalement, avec une forme de secret d'État autour et de volonté de contrôle de l'empire ultramarin français. Il y a encore 20 ans ou 30 ans, c'était des sujets qui étaient encore tout à fait tabous, y compris dans le monde du documentaire. Aujourd'hui, quand on fait un documentaire où se dessine quand même en toile de fond une histoire qui n'est pas toujours à la gloire de la France et de l'État, enfin en tout cas des institutions républicaines, est-ce que on a toujours un sentiment de pression publique ou pas du tout? Alors clairement, moi j'ai pas eu ce sentiment-là. En tout cas, pas de pression officielle ou de l'État ou de choses comme ça. La pression, elle vient plus peut-être de la population sur place, qui est encore concernée par ce qui s'est passé. C'est-à-dire ceux qui ont vécu les événements peuvent encore considérer que ce que je fais ou que je suis pas légitime, ou que le personnage dont j'essaye de faire le portrait mériterait pas un portrait, ou que je devrais pas me lancer là-dedans. Donc ça peut être des choses où on va pas m'aider beaucoup à avancer sur certaines choses. Ça a été un petit peu le cas, mais pas tant que ça. Mais j'ai pas eu de pression. Je trouve que justement sur des sujets comme ça, on commence quand même à pouvoir parler de choses comme ça sans subir de grosses pressions. Ça fait quand même plus de 40 ans. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est quand même le premier portrait d'Éloi Mashoro depuis sa mort en 84. Donc oui, ça témoigne quand même d'une forme de secret ou de tabou autour ou en tout cas, voilà, qu'on n'a pas envie de parler trop de sujets qui sont trop clivants. C'est plus facile finalement de parler d'un Jean-Marie Tjibaou qui était un peu l'homme politique, la vitrine et quelqu'un de plus charismatique, que du combattant qu'on a abattu au début puisqu'il est mort en plus au début des événements. C'est-à-dire, c'est un peu sa mort qui ensuite amorce les 3 ans les plus violents de la Calédonie, quoi. Dans le film, il y a énormément d'images d'archives, évidemment en plus d'interviews exclusives de toute la famille Mashoro, qui sont des interviews qui ont été faites pour le film. Toutes ces images d'archives, c'était quoi le parcours pour les trouver, les organiser et puis les valoriser dans le documentaire? Il y a la première phase, on va dire, c'est que j'ai beaucoup visionné d'archives avant même d'aller tourner. C'est-à-dire que tout le dossier que j'ai écrit sur Éloi Mashoro avant de faire le film, je me suis nourri d'archives. Et en fait, du coup, quand je suis parti en tournage, j'avais déjà vu énormément d'archives sur Éloi Mashoro. Je m'étais nourri de ça. Donc
J'avais en plus cette impression de presque de connaître un peu déjà le personnage, d'entendre sa voix. Et donc ça, c'est beaucoup à l'INA, hein, parce que l'INA avait beaucoup d'archives. Et puis ensuite, j'ai un peu plongé dans des archives de la Calédonie qui avaient aussi des choses. Au centre Jean-Marie Tjibaou, qui avait aussi des vieilles archives du gendarme Citron, qui sont en fait un gendarme qui faisait des tournées à l'époque où est né Machoro. En fait, il faisait des tournées avec une caméra 16 mm et il filmait tout ce qu'il voyait, les tribus. Et donc j'avais en fait comme ça des archives couleurs quasiment de la tribu où est né Machoro et de la vie quotidienne à l'époque où il est né. Et donc ça que j'ai découvert plutôt après. Et donc après, c'était une fois que j'ai fini de tourner, c'est de replonger là-dedans de nouveau et puis essayer d'organiser ça. Il y a des choses que j'ai trouvées vraiment au dernier moment, hein. On était déjà en montage, à fur et à mesure, on avait une documentaliste. Quand on lui demandait des moments précis, à fur et à mesure du montage, qu'elle essayait de trouver. Mais il y a aussi des fois où on tombait sur des documents complètement par hasard, parce qu'ils n'étaient pas référencés comme il fallait. Il n'y avait pas le nom d'Éloi Machoro dans le document. Et entre autres, il y a un document où on voit Éloi Machoro passer un barrage de police pour aller présenter le drapeau kanak à la descente du ministre de l'avion. Ça, je l'ai trouvé complètement par hasard en déroulant un document qui s'intitulait je sais plus quoi, mais enfin c'était pas du tout ça. Et c'est juste parce que je suis allé au bout du document que d'un seul coup je suis tombé sur Éloi Machoro. Donc on a aussi des fois voilà des petites des chances comme ça d'avancer d'un seul coup dans un document. Ce moment, il est effectivement très fort symboliquement parce que finalement, il est pas du tout violent en fait. C'est vraiment, elle est uniquement symbolique. Il force le barrage de police de manière somme toute assez simple et il présente ce drapeau kanak devant la République, ou en tout cas les représentants de la République. C'est un moment qui est extrêmement fort symboliquement. C'est surprenant que c'est jamais été référencé correctement du coup. Alors justement, ça fait partie. Une fois qu'il est dans un film comme ça, très souvent, il est de nouveau référencé correctement. Donc, je pense que maintenant, peut-être qu'il est référencé comme il faut. Mais en tout cas, oui, voilà, il y a des fois des choses comme ça qu'on a la chance de récupérer de manière un peu hasardeuse. Dans le film, le personnage d'Éloi, on s'en rend compte finalement, n'est pas tellement violent. Il est revendiquant, comment dire, acharné dans ses revendications peut-être, mais en fait la question de la violence, elle n'est pas tellement présente. En tout cas dans les combats, on a assez peu ce sentiment-là. Pour moi, l'image la plus violente du film et de l'histoire d'Éloi Machoro, c'est cette image où on annonce la mort d'Éloi Machoro sur une place à Nouméa et la population applaudit. C'est une image d'une très grande violence et je pense que c'est de loin l'image la plus violente du film. C'est acclamer la mort de quelqu'un, c'est quand même un concept très très particulier. Comment est-ce qu'on gère ce type d'image quand on est documentariste? Justement, c'est de faire comprendre avant qu'elle arrive cette image-là le contexte, parce qu'effectivement, si on la met comme ça, elle est juste choquante. Et j'étais le premier à trouver ça choquant. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne l'évolution du contexte de violence qui fait qu'en fait tout le monde est dans un climat de violence, de peur, et que en fait Machoro, dans cette période-là, devient cette espèce de symbole de la peur et de la violence qu'il y a. Alors malgré lui, parce qu'en fait lui, il est resté emprisonné dans. Pour moi, l'image qui l'a emprisonné, Machoro, c'est quand il a cassé l'urne à coups de hache. Et cette photo est restée figée, et ça en fait un homme, voilà, avec une hache en l'air. Qui donne l'apparence d'une violence, mais en fait c'était une violence symbolique. C'est qu'il a, quand on voit la photo dans son entier, les gens sont assis autour sagement et attendent qu'il ait fini de casser l'urne pour de manière symbolique montrer qu'il n'est pas d'accord avec le vote. Mais cette image-là, on a fait déjà quelqu'un de violent pour les gens, et en fait à fur et à mesure, toute la violence qu'il y avait un peu partout devenait celle de Machoro. Et donc pour beaucoup de gens de cette époque-là, il y a cette espèce d'aspect. C'est Machoro qui est responsable de tout ça. Et donc, quand il meurt, en fait, c'est presque se dire, c'est la fin de tout, ça y est, on a fini avec la violence. Ce qui était complètement une idée complètement fausse, puisque le début de la violence commence finalement plutôt même après la mort de Machoro, où là, ça devient pire. Mais il y avait cette chose-là qu'il faut pas perdre de vue, quoi. C'était que vraiment, les gens vivaient dans une forme de peur, et Machoro était considéré comme le responsable de ça. Alors que, quand on comprend le processus de Machoro, c'est pas ça, c'est qu'en fait il s'est servi d'une espèce de violence symbolique, ou en tout cas de cette image de la violence pour que
les dialogues entre autres de Chibaou avec l'État puissent avancer. C'est-à-dire, il s'est aperçu par un grand nombre de déceptions vis-à-vis de l'État que finalement l'État n'avançait que quand il était choqué, que quand en fait on lui amenait des choses qui lui faisaient peur et du coup il se disait ah, faut avancer. Et je pense que Machoro, il a toujours fonctionné comme ça. L'impact sera un des grands sujets des rendez-vous du FIFO 2024. Quand vous avez construit le film, vous espériez un impact et si oui, lequel? Alors je savais pas. Enfin, en gros, quand on fait un film, souvent, on sait qu'un film va provoquer des réactions. Après, l'impact on espère, je peux pas vous dire quel impact j'espérais. Ce que j'espérais, c'est qu'il soit bien reçu, en gros, qu'il soit compris. Là où je suis heureux, c'est que donc la famille Machoro l'a vu et ils ont été extrêmement touchés. Ces enfants m'ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir découvert leur père. Et ça, c'était super important pour moi. Hein. Diana et Eric, c'est vraiment les personnages que j'ai, qui étaient complètement en dehors de tout ça. Donc, on ne peut pas les accuser d'avoir partagé des causes de leur père. Hein. Ils étaient petits. Mais en gros, ils n'ont pas connu leur père parce qu'on les a écartés de tout ça et qu'ils ont entendu uniquement qu'ils avaient un père terroriste, en gros. Et donc, ça leur a amené une autre image de leur père. Donc, ça, j'étais quand même très heureux de ça. Et puis, j'ai eu cet après-midi, là, juste avant qu'on se parle, la femme de Edgar Pisani, donc l'homme politique qui, à la fin, va s'excuser de la mort de Machoro devant les tribus, qui m'a appelé cet après-midi pour me dire à quel point elle était touchée d'avoir découvert qui était en fait Éloi Machoro et qui était l'homme dont on dit que son mari est responsable de la mort. Et elle l'accompagnait à ce moment-là et en fait elle avait effectivement accompagné la même image que tout le monde, c'est-à-dire de se dire il a abattu un terroriste. Et là elle m'a dit je viens seulement de comprendre qui était Éloi Machoro. Pour simplement ces deux choses-là déjà, j'ai l'impression que le film a fait avancer des choses. Maintenant, qu'il y ait des réactions d'autres qui soient plus négatives, je m'y attends aussi. Enfin, ça va forcément soulever des souvenirs à certains qui eux ont vécu peut-être beaucoup plus la violence de cette époque-là et qui sont restés sur cet aspect de Machoro terroriste et à l'origine de la violence. Et donc ceux-là vont peut-être pas aimer ce film et cette façon d'avancer sur l'histoire de Machoro. Ce sera ma dernière question. Un film documentaire, ou en tout cas ce film documentaire, il se passe combien de temps entre l'idée originale, quand France Télévisions vous mobilise, et le bon à diffuser? En gros, celui-là, il y a eu, je dirais qu'à peu près, ça s'est étalé sur 6 mois d'écriture, d'aller-retour, de plongée dans les archives. Après, le tournage n'a pas été très long parce que c'était un tournage d'interview surtout, puisqu'après il y a surtout du travail d'archives. Donc après on a eu 2 semaines de tournage sur place pour aller rencontrer les gens. Et après il y a eu 6 semaines de montage. Après les allers-retours. Enfin donc grosso modo une fois le tournage terminé, il a fallu encore 3 mois. Enfin ça s'est presque étalé sur 1 an. Merci beaucoup. À peu près entre le moment. Merci beaucoup, Eric. Le film sera retrouvé pendant le FIFO 2024 sur notre site et sur place à la Maison de la Culture à Tahiti à partir du 6 février 2024. N'hésitez pas à venir regarder le film avec nous. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. Merci. Bon FIFO. Merci.